OK, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'aviculture, la production et, ouh, la production avicole pour la sécurité alimentaire. Et nous avons avec nous notre conférencier et Dr Amir Ben David, il va commencer bientôt. Et nous avons aussi avec nous, et pour ouvrir cette série de conférences, et la directrice de la formation et de la renforcement des capacités de Machav et ambassadeur Irit Savion qui va maintenant porter la parole pour ouvrir officiellement cette conférence. Merci Tammy, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Et malheureusement en Zoom et pas physiquement ici en Israël, que j'espère qu'un jour vous pourriez nous visiter ici à notre centre de formation. Et Machav est l'agence israélienne de développement de coopération internationale. Je suis désolée pour le zéro en français. Et nous sommes très heureuses aussi dans cette époque, je ne sais pas comment on l'appelle, époque différente où nous vivons, dans le Covid et maintenant le Delta et le Omicron, il y a presque 2 ans, que rien est normal dans notre vie, qu'on continue d'étudier, d'apprendre, d'essayer d'être mieux dans notre travail, dans notre vie professionnelle, de continuer avec notre, comment on dit, forte mentalité et toujours avoir l'espoir qu'un jour, on va retourner à la vie normale, on va retourner à notre travail. Et cette série de lectures sur l'élevage avicole et parmi eux sécurité alimentaire fait une grande part du pensement du pensement pour l'avenir, sur le retour à la vie normale. Et aussi, on prend en considération le changement climatique qui passe dans tout le monde et nous vivons ça chaque jour. Alors, on va sortir de cette époque de Covid plus forte, plus intelligente, et j'espère qu'avec grand espoir que notre avenir peut être mieux, qu'on peut combattre le changement climatique, qu'on peut faire ça dans notre vie, dans notre petite farm ou dans notre grand business. Et ça commence comme la sécurité alimentaire et se passe à chaque part de notre vie. Alors, je vais vous souhaiter une série de lectures très intéressantes, que ça va contribuer et aider à votre vie professionnelle et un peu personnelle, j'espère. Et j'espère qu'un jour, vous pourriez vraiment venir en Israël, passer le programme, un autre programme ici en Israël avec nous, et que vous pourriez faire la connaissance avec notre pays magnifique et aussi de notre expérience agricole, nos élevages avicoles, mais l'agriculture, qu'on peut partager, on veut partager avec notre ami dans tout le monde. Alors, bonne chance. Merci beaucoup, ambassadeur Savion. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Oded Halamit, le directeur de notre centre MATC, le centre de formation agricole de Machav, et pour aussi vous adresser une parole de bonne chance pour cette série de conférences. Bonjour à tout le monde. Et je suis ravi d'être ici et dans cette série de
de conférence sur l'aviculture. Et je voudrais donner des compliments à Tammy et à Lara qui, je ne l'ai pas vue, elle est malade. Et Amir, docteur Amir Ben David, qui au fait monte toute cette construction de conférences professionnelles qui ont vraiment ce lien est très important de contenu sur l'aviculture. Et je voudrais aussi complimenter vous, les participants, qui sont venus et qui ont pris le temps. Et pour ça, je voulais vous dire que avoir et être présent dans les 5 conférences, inclus celle-là, et va vous donner une valeur ajoutée beaucoup plus grande que seulement écouter chacun tout seul, parce qu'au fait, ça pourrait devenir pour vous un stage. Vous pouvez toujours, notre professionnel, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses. Et si vous avez, et je sais que vous avez un intérêt vrai pour le sujet, bien vous pourrez en sortir beaucoup de savoir-faire, de trucs à faire, de solutions pour vous qui seront très valables. J'ai voulu aussi dire bonjour à Monsieur Yona Naki, que j'ai vu son nom circuler ici sur mon écran. Alors, bonjour Yona, mon ami d'il y a, je crois, 17 ans. Shalom. Ans. Shalom Yona. Comment ça va? Tout va très bien, Kol Besséder. Shalom Yona. Shalom Tammy. Est-ce que vous louchez vers l'aviculture? Oui, effectivement. Effectivement, alors, j'ai un projet avicole. J'ai un projet, voilà. Alors, ça va. Alors, je voudrais vraiment recommander, pas seulement à vous, Yona, mais à tous les participants, de considérer cette liste de conférences comme un stage et poser des questions, être mêlé et engagé dans le stage pour qu'à la fin, effectivement, vous en prendrez le plus possible. Et ce sera vraiment un stage qui va vous changer votre vie. Et alors, je voulais, de rien, et je voulais vous souhaiter un bon stage. Et je veux laisser la parole aux professionnels. Et merci à tout le monde. Merci Oded. Et maintenant, avant de commencer, nous allons regarder une petite film sur Mashav et après, nous prendrons la suite. Evelyne? Mashav, Israel's Agency for International Development Cooperation, was launched 60 years ago to share the know-how and technologies which provided the basis for Israel's own rapid development. Mashav aims to empower those living in poverty in a holistic and innovative way and support fellow nations and communities in their struggle to achieve sustainable development, placing people at the heart of its initiatives. Our agricultural programs use unique techniques and farming methods to increase sustainability, food security, and hunger eradication. We believe that investment in education is an investment in our future and an agent for change around the world. We coordinate Israel's official humanitarian assistance, building medical facilities and supplying medicine in the wake of earthquakes, floods, famine, and other disasters. Mashav promotes innovative entrepreneurship as a means of advancing growth and prosperity. We believe that gender equality and women's empowerment are central to reach sustainable development. Our philosophy is to leave no one behind. During 6 decades, Mashav has trained over 300,000 people from more than 140 countries and has established development projects worldwide. Mashav,
Israel's Agency for International Development Cooperation is celebrating 60 years of sharing its experience and partnering for a better world. OK. Alors, avant de passer la parole à Dr. Amir Ben-David, je voudrais juste vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous allons après trouver peut-être au milieu, peut-être à la fin de conférence, le temps de présenter toutes les questions à notre conférencier. Les questions qui n'ont pas été posées, on peut après lui envoyer par email, il n'y a pas de problème. Il va essayer, avant la fin de cette série, de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors, entre autres aussi, et si vous assistez à toutes les 5 conférences de façon très entière et complète, et vous pouvez répondre à une quiz que nous allons présenter à la fin à ceux qui veulent gagner un certificat de participation, il y aura cette possibilité. Alors, pour en avoir ça, juste je vous rappelle que nous n'avons pas un moyen de savoir votre participation, sauf par la façon que vous avez enregistré et après par le mail par lequel vous entrez dans cette conférence. Donc, si vous entrez avec un téléphone inconnu, alors nous n'avons aucun moyen de savoir si vous étiez présent ou non. En ce moment-là, il faut nous écrire et il faut nous informer que vous y étiez et que vous avez vu la conférence. OK, j'espère que c'est clair et autres questions pourront être présentées par le chat. Je ne veux pas perdre encore le temps. Je vous remercie tous d'être ici. Et surtout, et vraiment, je vois qu'il y a non seulement les anciens, nos anciens, que je suis vraiment nos amis, que nous sommes très contents de voir, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui sont les amis futurs. Alors, bienvenue et je passe la parole maintenant à Dr. Amir Ben-David, s'il vous plaît. Amir. Bonjour à tous et merci à Mashav de me donner cette opportunité, l'occasion de partager avec vous mon expérience. Merci à Oded, le directeur de Mashav, Tammy évidemment et comme étant la responsable du côté de la section française à MATC. Et bonjour à tous et j'espère que vous vous trouvez tous en bonne santé. Alors, je vais commencer dès maintenant et nous allons commencer avec cette première conférence. Et un moment. Alors voilà. Et la première conférence va traiter de la justification d'un élevage agricole en Afrique et comment établir un poulailler de façon à ce qu'il puisse nous servir pendant des années. Et tout au long de la conférence, on va comprendre l'importance de tout ça. Et vous êtes invités tous à poser des questions par le chat. Je ferai un arrêt environ à la moitié pour répondre à certaines questions et ensuite nous allons continuer. Alors, comme dit déjà, justification d'un élevage avicole en Afrique et l'établissement d'un poulailler. Et donc, quel est le but d'un élevage avicole? En fait, nous sommes tous des agriculteurs, mais nous voulons gagner de l'argent. Et donc, le premier but d'un élevage avicole est toujours de gagner de l'argent. Autrement, ça ne va pas tenir pour beaucoup de temps. Deuxièmement, la deuxième raison de gagner l'argent par un élevage avicole et pas par un autre, c'est produire efficacement et simplement des protéines d'origine animale. Et je vous montrerai tout de suite comment cette chose a été vérifiée dans le monde entier par rapport à d'autres élevages animaux. Et troisièmement, évidemment, donner de l'occupation et du travail
aux gens, et comme étant une troisième raison d'un élevage avicole. Et supposant que nous avons un très grand élevage, si c'est une petite ferme, évidemment, c'est seulement pour nous servir à nous, mais dans des grandes fermes, nous employons aussi des gens et donc, de cette façon, nous servons la communauté. Et nous allons traiter tout d'abord du fait que le but est de gagner de l'argent, ce qui veut dire que l'élevage doit être rentable. Gagner le maximum dans le données et les conditions du pays, de la région. Et le but, je vous le répéterai plusieurs fois pendant ces conférences, le but ne doit pas être un maximum de production, viande, etc., mais un maximum de revenus. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être tous les deux ensemble, mais le but doit toujours être un maximum de revenus, non de production. Et ce n'est pas toujours parallèle. Et maintenant, la raison de faire un élevage avicole, c'est le fait que la production de protéines animales est la plus efficiente dans l'élevage avicole. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, il est plus simple de produire un œuf ou 1 kilogramme de viande de volaille qu'un kilogramme de viande de bœuf, de mouton, et ceux qui ne sont pas musulmans ou juifs, évidemment, et on parle aussi de viande de porc. Et plus rentable de point de vue alimentation, et je vous le montrerai tout de suite. Les risques de mortalité de perte de l'élevage sont plus petits par rapport à d'autres élevages. Pour avoir une vache laitière, nous devons attendre un an entier. Tandis que si nous parlons d'un poulet, d'1 kilo de viande de poulet, il suffit, aujourd'hui dans des pays en Europe où l'élevage se fait de façon intensive, 4 à 5 semaines, au plus 6 semaines, de même ici en Israël. Donc, le risque de perdre un élevage se résume à 4 ou 5 semaines de l'année, tandis que quand nous parlons d'une vache, nous perdons un an entier si nous perdons cette vache. De même pour l'élevage de moutons ou l'élevage de chèvres, ça dure 6 semaines. Donc, voilà donc déjà un avantage qui est irréfutable de l'élevage avicole, ce qui est de toute façon évident et ce qui renforce le fait qu'il est préférable de le faire en Afrique. La pondeuse, il faut attendre 4 mois jusqu'à ce qu'elle commence à pondre des œufs. En fait, un peu moins, c'est 3 mois et demi, mais arrondissons ça à 4 mois. Donc, de tous les côtés que nous examinons ça, il est préférable et moins risqué de faire un élevage avicole par rapport à n'importe quel autre élevage animal qui se fréquente en Afrique ou dans le monde entier. Et l'efficience alimentaire est moins de 2 kg d'aliments végétaux pour produire 1 kg de viande, ce qui n'est pas le fait pour les ovins, les bovins ou les porcins. Et maintenant, les données qui ont été analysées dans le monde entier, et vous voyez le kilogramme de produits végétaux qui sont nécessaires pour produire 1 kg de viande de bœuf, presque 25 kg de produits alimentaires. Pour les ovins, nous parlons de 15. Pour les porcins, nous parlons environ 7 kg de produits végétaires pour produire 1 kg de viande, 1 kg de viande. Et par contre, quand nous parlons de volaille, ici c'est environ 2,5 kg, mais en fait, aujourd'hui, l'efficience alimentaire arrive à l'indice alimentaire pour 1 kg de poulet de chair dans un élevage intensif ici en Israël arrive déjà à 1,6, ce qui veut dire 1,6, 1,8 kg
d'aliments pour produire 1 kilogramme de viande. De même pour les œufs, et l'efficience alimentaire l'indice de consommation est un peu plus élevé, mais il est plus bas que 2 kilos de toute façon. Alors donc voilà une raison de plus. Non seulement on risque moins de temps si on perd l'élevage, mais de fait, nous devons investir beaucoup moins d'argent pour produire 1 kilogramme de protéines animales. Et maintenant, vous voyez le pourcentage de protéines transformées, de protéines végétales transformées en protéines animales. Et de nouveau, la volaille et les œufs sont au sommet de cette fiche. Et comme vous voyez, entre 20 et 25% de protéines végétales sont transformées en protéines animales. Donc, nous prenons du blé ou du maïs et nous les transformons en viande ou en œufs. Et nous allons tout de suite voir l'avantage que nous avons dans la consommation d'œufs ou de viande de poulet. Et la surface nécessaire pour produire 1 gramme de protéines, comme vous le savez, les ovins, les troupeaux se trouvent aujourd'hui en Afrique, mais même en Europe et parfois ici, et se trouvent dans le pâturage à l'air libre, tandis que les porcins un peu moins, tandis que la volaille, peu importe si c'est des poulets de chair ou des pondeuses, et eux ont besoin de beaucoup moins de surface, ce qui veut dire que nous conservons la nature qui protège le fait que le globe terrestre se réchauffe tout le temps, et ça sert, et c'est encore un atout de plus pour conserver le climat et diminuer le réchauffement du globe terrestre. Donc, moins de surface, moins de défrichement de forêt pour faire un élevage de volailles. Encore un atout que nous avons. Alors, je ne vois pas pourquoi cette conférence doit être sur pourquoi faire, quel est l'avantage en Afrique. L'avantage est évident d'après tout ce que je vous ai dit, et il faut seulement construire un poulailler. Et pour construire un poulailler, j'ai préparé cette conférence et ce diaporama pour que les rendements soient les maximums. Et je vous rappelle de nouveau, nous parlons de maximum de revenus, pas forcément maximum de production. Autre chose, en ce qui concerne un rapport de la FAO d'il y a quelques années, en ce qui concerne la consommation la consommation mondiale de viande. Alors, vous voyez que la consommation de viande de poulet est programmée à augmenter constamment par rapport à la consommation de viande de bœuf et d'ovin. Et donc, de nouveau, encore une raison pour laquelle l'élevage de volailles en Afrique doit commencer à se développer de plus en plus. Et pourquoi on parle de production? Quel est l'avantage de production d'œufs en général dans le monde entier, non seulement en Afrique? La protéine, et ça c'est une déclaration de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la protéine d'origine animale avec la meilleure digestibilité, raison pour laquelle elle sert comme comparaison à la digestibilité de toute autre protéine d'origine animale. Et la protéine d'origine animale avec la meilleure composition d'acides aminés dans le régime humain. Donc, non seulement elle est mieux absorbée
par l'homme comme étant une protéine d'origine animale, mais aussi la composition de cette protéine. L'albumine est la meilleure vis-à-vis de n'importe quelle autre protéine d'origine animale, même le lait. Et je vous rappelle, le lait, c'est le produit qui a été conçu comme étant un aliment, spécifiquement un aliment. Tout le reste, c'est nous qui avons transformé ça comme aliment. Mais le lait a été conçu par la nature et comme étant un aliment pour l'homme, étant donné qu'il sert au début de la vie. Tout le reste, les œufs, le blé, le maïs, la viande, tout ça, c'est nous qui avons assimilé ça comme étant aliment. Et malgré tout ça, l'œuf est quand même la meilleure source de protéines animales ou toute autre protéine d'ailleurs, pas seulement protéine animale. Et c'est pour ça qu'elle sert comme étant quelque chose à être comparé. Et c'est de ce fait, l'OMS a déclaré la protéine de l'œuf ou l'œuf comme étant la source de protéines de référence pour l'enfant, mais non seulement pour l'enfant et pour n'importe qui. Et vous voyez ici, l'œuf est supérieur à toute autre source protéique, respectivement de 15, 20 et 40% par rapport au lait. Et dans ce cas-là, on parle de lait de vache, mais même de lait maternel, à la viande de bœuf ou aux protéines de blé. Donc, il est évident que produire des pondeuses et faire un élevage de pondeuses du point de vue et sécurité alimentaire est très, très justifié dans ce cas-là. Et la qualité protéique de l'œuf est telle qu'on l'utilise comme aliment de référence pour évaluer la qualité des autres protéines alimentaires. Et c'est toujours vrai jusqu'à nos jours. Et donc, la composition des protéines en acides aminés est la plus équilibrée par rapport aux besoins humains, même plus que la viande de porc ou de poulet de chair, qui viennent en deuxième lieu et bien avant la viande de mouton ou la viande de bœuf. Alors, dès que nous sommes mis donc d'accord en ce qui concerne l'élevage avicole comme étant la meilleure façon de produire une source de protéines animales, nous allons procéder maintenant à comment établir un poulailler pour pouvoir bien nous salarier de cette façon et gagner notre vie du poulailler. Maintenant, nous passons, comme je l'ai dit, à la deuxième phase. Nous avons décidé que nous allons faire un élevage de poules ou de pondeuses ou de poulets de chair. Et maintenant, nous allons procéder à comment établir un poulailler. Alors, deuxièmement, nous devons parler de l'emplacement de la ferme. Quelle est non seulement de l'emplacement, mais quelle sorte de volaille nous allons élever? Est-ce que nous allons élever des poulets pour pondeuses ou poulets de chair, des dindes, des palmipèdes, ça veut dire des canards ou des oies? Et en général, en Afrique, il est plus fréquent de parler de poulets de chair et de pondeuses. Maintenant, quand nous parlons de poulet, alors évidemment, la branche, est-ce que nous allons faire un élevage de chair, de poulet de chair ou d'œufs? Et troisièmement, quelles sont les conditions ambiantes dans notre pays? Est-ce que nous sommes dans les hauteurs? Est-ce que le climat est chaud ou froid, humide ou sec, etc. Ce sont des choses qui sont très importantes quand nous allons construire notre poulailler
ou notre ferme, et considérant le fait que nous voulons plusieurs poulaillers. Et maintenant, où va être placée la ferme? Et nous devons prendre en compte, tenir en compte que la ferme doit être isolée de façon par rapport ou vis-à-vis à d'autres élevages de volailles dans les environs. Et nous allons en parler un peu aujourd'hui, mais dans une des prochaines conférences, nous allons parler beaucoup plus en grand de quoi il s'agit quand nous parlons d'isolement. Deuxième chose que nous devons tenir en compte, les infrastructures que nous avons dans notre pays. Est-ce que nous avons de l'eau potable dans les environs, de l'électricité? Et est-ce que nous avons des moyens de transport pour amener des aliments d'un côté et deuxièmement pour transporter la récolte au marché, si ce sont les poulets même ou les œufs, parce que si les routes ne sont pas valables, les œufs peuvent se casser en route et donc nous n'avons rien fait, sauf gaspiller de l'argent. Et évidemment, nous devons tenir en compte la main-d'œuvre que nous avons dans notre pays. Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est capable de maintenir et de gérer une ferme moderne ou une ferme normale et simple, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner avec ça, et nous allons en parler tout de suite. Et j'ai parlé déjà de la géographie, et donc est-ce que la région est chaude ou froide d'un côté, et est-ce qu'il y a une haute humidité ou pas? Est-ce que nous avons, comme je l'ai dit déjà, des voisinages d'autres élevages avicoles? Est-ce qu'ils sont de la même souche? Est-ce que ce sont si nous voulons faire un élevage de poulets de chair, est-ce que nous avons dans les environs un élevage de pondeuses ou vice-versa? Et est-ce que nous avons des poulets cyclistes dans le village ou pas? Ce sont des choses à tenir en compte car elles peuvent mettre en danger notre élevage et ce sont des choses que nous allons en parler, comme je l'ai dit déjà, d'ici 3 ou 4 rencontres. Et évidemment, ça a à voir avec la biosécurité et le principe une bande unique, c'est-à-dire un seul âge, une seule espèce. À quel radius de la ferme, nous allons en parler, comme je l'ai dit, dans une future conférence. Et maintenant, nous allons, dès que nous avons vérifié tout ça, et je vous rappelle, infrastructure, climat, et environnement, et poulailler dans les environnements, etc. Maintenant, nous nous mettons à construire notre poulailler et du fait que nous avons déjà décidé que tout va bien et que nous pouvons faire cet élevage. Alors, il faut toujours se rappeler, le poulailler, et je rappelle ça parce que même ici en Israël, les gens oublient ça. Les compromis peuvent être entre nous et nous-mêmes, mais pas avec la volaille. Et quand nous allons parler la semaine prochaine en ce qui concerne l'élevage de poulets de chair, les compromis sont valables entre nous-mêmes, nous les hommes. Mais les compromis ne peuvent pas être faits sur le compte des poulets, même poulets de chair ou les pondeuses. Et c'est pour ça que quand nous allons construire notre poulailler, il faut tenir ça en compte et nous devons penser et réfléchir très fortement en ce qui concerne qu'est-ce que nous allons faire comme poulailler. Et nous devons adapter le poulailler d'un côté aux conditions ambiantes et aux infrastructures, à la main-d'œuvre, mais aussi aux poulets ou aux pondeuses que nous allons élever.
Alors, il existe quelques sortes de poulaillers dans le monde aujourd'hui. Il y a des poulaillers conventionnels ou d'aération naturelle. Il y a des poulaillers d'aération contrôlée. Et nous allons parler de tous les avantages et les mésavantages de chacun de ces côtés. Et je vous rappelle de nouveau, notre but est un maximum de gains parce que nous faisons un élevage pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas philanthropes. Nous voulons gagner de l'argent malgré tout ce que j'ai dit du fait que nous voulons alimenter les gens d'un côté avec de protéines de très haute qualité et de très bonne composition d'acides aminés d'un côté. Et deuxièmement, nous voulons aussi, comme nous l'avons déjà dit, conserver la planète et le climat, protéger le climat et diminuer l'échauffement et de cette façon diminuer les zones à défricher pour l'élevage de bétail ou d'ovins. Alors, premièrement, quand nous parlons de poulailler conventionnel, tout d'abord, nous ne devons pas dépasser les 12 mètres de largeur. On peut construire un poulailler de 10 mètres, de 8 mètres ou de 12 mètres, mais pas de 14 mètres. Et nous allons tout de suite expliquer la raison pour ça, mais c'est très, très impératif. Et de nouveau, ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas des manuscrits saints, ce n'est pas la Bible. Ce sont des choses à vous donner, qui doivent donner des réflexions, mais ce ne sont pas des règles mathématiques, etc. Il faut assimiler les choses et il faut tenir en compte les environnements que nous avons et nos possibilités aussi. Mais le fait de ne pas dépasser les 12 mètres de largeur pour un poulailler conventionnel est très, très important. Plus le poulailler est petit, et les rendements et les résultats sont meilleurs. Et je vais le redire à plusieurs reprises, il vaut mieux construire 2 petits poulaillers qu'un grand poulailler. Il est vrai que l'investissement est plus élevé pour 2 petits poulaillers qu'un seul grand, mais le poulailler doit nous servir, je vous le rappelle, pour 10, 20, 30 ans, tandis que si nous faisons la faute une fois, nous allons avoir cette faute et ce problème avec l'élevage pendant 10 ou 20, 30 ans. Donc l'investissement, la différence d'investissement se répartit sur une étape de 10 à 30 ans. Et quand nous allons parler surtout de l'élevage de poulets de chair la semaine prochaine, vous allez comprendre que nous devons faire face au fait que la génétique progresse constamment et que la volaille change. Et c'est pour ça que nous devons essayer de faire face à un futur que nous ne savons pas comment il sera. Et donc, cette règle de ne pas dépasser 12 mètres de largeur est toujours valable d'un côté. Et deuxièmement, plus le poulailler est petit, les rendements et les résultats sont meilleurs. Et autre chose qu'il faut tenir en compte aujourd'hui, surtout pour la volaille moderne, c'est que le parterre, le sol du poulailler doit être en béton. Et pourquoi en béton? Parce que le béton peut être nettoyé et désinfecté. La terre, impossible. On peut à la rigueur un peu nettoyer ça, mais désinfecter, pas du tout. Et aujourd'hui, comme l'humanité fait face à un nouveau virus qui s'appelle le corona, de même pour la volaille, et nous allons en parler dans une des prochaines rencontres, dans une des prochaines conférences en ce qui concerne l'apparition de plusieurs pathogènes dans l'élevage, et ce n'est pas la fin. Et le poulailler d'aération naturelle est très, très efficace du point de vue rendement et très rentable du point de vue économique. Il ne faut pas négliger ça, surtout si nous n'avons pas les infrastructures et la main-d'œuvre nécessaires pour faire fonctionner un poulailler moderne d'aération contrôlée.
L'orientation du bâtiment doit être axe de longueur perpendiculaire enfin, au vent d'un côté, et dans des pays chauds, l'avantage pour des bâtiments à toit haut. La dissipation de la chaleur de cette façon est beaucoup meilleure car la chaleur tend toujours, l'air chaud tend toujours à monter en haut et de cette façon, nous éloignons la chaleur des poulets de chair ou des pondeuses si nous les avons autrement. L'orientation du bâtiment, l'axe de la longueur doit être est-ouest pour éviter le chauffement pendant toute la journée d'un seul côté du poulailler. De cette façon, nous créons un état de température uniforme pendant toute la journée dans tout le poulailler. Autrement, si nous le faisons, et si l'axe de longueur est nord-sud, alors au début, le matin, le poulailler va être chaud d'un côté et le soir de l'autre. De cette façon, nous répartissons la chaleur d'une façon plus ou moins uniforme pendant toute la journée. Très, très important. Évidemment, nous avons toujours des compromis, mais essayez de les éviter le plus possible. Et c'est pour ça, de nouveau, que je vous rappelle, il vaut mieux toujours créer deux petits poulaillers vis-à-vis des conditions que nous avons sur le terrain qu'un seul grand poulailler. Et voici un poulailler qui est très, très apte pour l'Afrique. Vous voyez, très simple, aération naturelle, le toit qui est haut pour pouvoir dissiper par ces sorties-là l'air chaud et de cette façon, nous éloignons la chaleur du niveau du sol, là où se trouvent soit les poulets de chair, soit les pondeuses. Ceci, par contre, est un poulailler qui est construit dans un pays qui est beaucoup plus chaud qu'en Afrique et qui est beaucoup moins chaud qu'en Afrique, qui est beaucoup plus froid. Et donc, vous voyez, ces bâtiments-là sont désignés à conserver la chaleur et non pas à dissiper la chaleur. Et quand nous parlons de conserver la chaleur, si nous devons réchauffer, en plus, nous voulons un volume à réchauffer beaucoup plus petit et donc la toiture, le haut du bâtiment sera beaucoup plus bas et beaucoup plus fermé, beaucoup moins aéré. De nouveau, un autre bâtiment construit en Europe ou dans un pays froid quelconque, ça peut être aussi aux États-Unis, au sud et au nord des États-Unis, là où il fait plus froid, malgré que l'élevage de poulets se fait plutôt dans le sud des États-Unis, là où il fait beaucoup plus chaud. Et voilà un poulailler, de nouveau construit dans un pays froid, un poulailler assez moderne, et vous voyez, pas d'aération contrôlée, un poulailler d'aération naturelle avec des bâches qui peuvent s'élever pour fermer ou qui sont baissées pour aérer le poulailler. Et de cette façon, l'air qui rentre n'est pas au niveau des poulets. Dans ce cas-là, il s'agit de pondeuses sur sol. Et comment est-ce que je sais que c'est un poulailler moderne? Parce que le système d'abreuvoir est ici en quelque sorte une sorte de tétine, pas exactement, mais c'est un système d'abreuvoir qui a été conçu déjà il y a 10 à 20 ans en arrière. Et ceci, un exemple de deux poulaillers qui se trouvent en Afrique. Un comme ça et celui-ci. Celui-ci est un mauvais poulailler. Et la raison pour laquelle je dis que c'est un mauvais poulailler, parce que vous voyez, les fenêtres, les points d'aération sont très restreints, les fenêtres très petites, et donc l'échappement de chaleur est très, très difficile. Tandis qu'ici, vous voyez, le poulailler est complètement aéré de tous côtés d'un côté. Et deuxièmement, si nous voulons, nous avons des bâches que nous pouvons élever pour éviter le soleil ou le froid quand il fait froid dans les saisons un peu moins chaudes. Alors donc, voilà, ceci est un poulailler du point de vue poulet.
Du point de vue économique, ce poulailler non seulement n'est pas construit et valable pour des conditions de pays chauds, mais en plus, il coûte très cher. Regardez, même cette bande de ciment ici qui tient la maille pour protéger les animaux de rentrer dans le poulailler, même cette bande de béton ou de ce mur-là, il est un peu trop haut à mon goût et il suffit d'une bande de 30 cm, pas plus que ça, de béton pour protéger, pour tenir cette maille. Et je dis ça non seulement vis-à-vis des poulets même, mais pour qu'ils puissent être aérés le plus possible, mais aussi du fait que le béton, pas seulement en Afrique, mais même ici en Israël, coûte très cher. Et nous voulons, je vous rappelle, nous voulons gagner de l'argent et donc investir le peu d'argent que nous avons, de façon la plus consciente et la plus intelligente. De nouveau, un poulailler conçu pour des pays froids. Vous voyez cette bande-là de béton qui tient la maille, etc. Et de nouveau, un peu plus haute parce que nous avons affaire à un pays froid. Dans des pays chauds, nous voulons que cette maille, comme ici en Israël, dans le sud d'ailleurs du pays, que cette bande de béton soit, ou de bloc, soit au maximum 30 à 50 cm de hauteur, pas plus que ça. Pour fermer, nous avons des bâches en nylon que nous pouvons remplacer dès qu'elles sont démolies. Et une autre chose que nous devons tenir en compte, c'est la distance entre deux poulaillers et proches, c'est au moins 20 mètres entre, ici on parle de 12 à 15, mais disons 20 mètres et c'est bien pour laisser la possibilité de l'air passer de façon facile et aérer les deux poulaillers en même temps et de même ne pas le construire près d'une montagne qui bloque le passage d'air ni dans une vallée. Et le lanterneau, toujours dans le sens du vent, pour que l'air chaud qui sort du haut du poulailler soit dissipé par le vent le plus possible pour que nous n'ayons pas à investir dans des ventilateurs ou d'électricité. Évidemment, si nous avons des lanterneaux qui sont ouverts des deux côtés, la question du vent et de la direction du vent n'est pas tellement importante. Et nous avons une autre sorte de poulailler qui est moins fréquente aujourd'hui, moins commune aujourd'hui, mais qui était très commune et très fréquente dans les années 70, 80, 90 et au début du 21e siècle. C'est des poulaillers d'ambiance contrôlée, d'aération latérale et en largeur ou extraction d'air haute. Je vais en parler très vite parce qu'ils ne sont, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas très fréquents et ils sont surtout conçus pour des pays chauds. Alors, autre type de poulailler que nous avons aujourd'hui, c'est les poulaillers d'aération en tunnel qui sont très valables et très pertinents en ce qui concerne l'Afrique, mais ça, nous allons en parler tout de suite. Et les poulaillers d'ambiance contrôlée, les dimensions, surtout quand nous parlons d'aération en largeur ou d'aération d'extraction haute, doivent être comme les règles données pour des poulaillers d'aération contrôlée et aération naturelle, pardon. C'est-à-dire ne pas dépasser 12 mètres de largeur, une distance de 15 à 20 mètres entre chaque poulailler, localisation et orientation de même façon qu'un poulailler conventionnel,
Le problème avec ces poulaillers d'aération contrôlée est tout d'abord les dépenses d'énergie augmentées à cause de l'électricité, parce que nous avons besoin de beaucoup de ventilateurs, même quand il fait chaud ou quand il fait trop froid, nous avons des besoins de ventilateurs pour extraire l'air du poulailler avec tout l'ammoniac, l'humidité et la chaleur. Et dans tous les pays, dans tous les systèmes, il y a toujours des différences et des problèmes d'uniformité, d'aération, chaleur, humidité, etc. dans tous les systèmes de poulailler d'aération contrôlée. C'est moins vrai si le poulailler est construit comme il faut en ce qui concerne les poulaillers d'aération naturelle. Et là, de nouveau, vous voyez l'avantage d'un poulailler d'aération naturelle vis-à-vis de poulaillers d'aération contrôlée. Je vous le rappelle, nous devons servir la volaille quand nous faisons cet élevage pour qu'il nous donne, à la fin de l'élevage, une bonne récolte. Et en ce qui concerne les différences et l'uniformité d'aération, de chaleur, etc., ceci tient à la dimension du poulailler, c'est-à-dire la longueur, la largeur et la hauteur du poulailler. Je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Et en ce qui concerne les poulaillers d'aération contrôlée qui sont soit en aération en largeur ou extraction haute de l'air, ils ont été conçus surtout pour des pays froids, c'est-à-dire pour conserver la chaleur, pour diminuer les coûts de chauffage par gaz qui sont très, très élevés. Aujourd'hui, un peu moins, mais à l'époque, c'était très élevé. Et donc, elles sont moins conçues pour des pays tropicaux tels que l'Afrique. Ces poulaillers ont été importés et utilisés ici en Israël pendant les années 80-90, mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens se sont rendus compte que les rendements ne sont pas tellement bons comme on l'espérait vis-à-vis de l'Europe, ce qui veut dire de nouveau que chaque poulailler, chaque système est valable pour des pays différents, d'un côté, et deuxièmement, pendant le début du 21e siècle, un système de ventilation en tunnel a été conçu, qui est conçu surtout pour des pays chauds. Mais là aussi, nous avons des problèmes avec le fonctionnement de ces sortes de poulaillers et nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors, dans des pays, comme je vous l'ai dit, poulaillers d'ambiance contrôlée et d'extraction haute, dans des pays à climat froid, etc., pour économiser les dépenses de chauffage, comme je l'ai déjà dit, ne pas dépasser les 12 mètres de largeur, et ça, c'est très impératif, parce que les ventilateurs qui sont placés dans ces poulaillers sont construits spécifiquement pour une largeur de 12 mètres, ni plus ni moins, et de même 100 mètres de longueur, pas plus que ça, autrement les rendements deviennent moins efficaces. L'orientation et localisation pareille au poulailler conventionnel, et dans des régions chaudes, l'extraction d'air n'est pas suffisante, et donc quand il fait trop chaud, les poulets, soit-ils poulets de chair ou volaille, souffrent de chaleur et d'humidité évidemment, et donc ils mangent moins, donc les rendements sont moins, et donc l'indice de consommation est plus élevé. De ce fait, et je ne parle pas de maladies et mortalité à cause de chaleur, et de ce fait, nous gagnons moins d'argent. Ce qui veut dire que si nous avons investi
dans un poulailler soi-disant moderne, nous avons perdu 2 fois. Une fois pour l'investissement qui est inutile d'un côté, et deuxièmement, pour les rendements qui sont diminués. Et donc, nous revenons de nouveau au poulailler d'aération naturelle. Voilà comment circule l'air dans un poulailler d'aération à extraction haute. Vous voyez toute cette région-là, tout au long de 100 mètres, sont moins aérées que ces régions-là. Et donc, de même ici et de même là, donc les poulets de chair ou les pondeuses qui vont se trouver soit là, soit là, soit là, vont grandir moins bien, problème d'uniformité et dans la bande, problème d'indice de consommation, maladie, etc. Pas très efficace. Et aération latérale et en largeur. Et de nouveau, surtout, ces poulaillers-là sont surtout pour des pondeuses en cage. Et les poulaillers d'aération en largeur sont plutôt pour les poulets de chair. Et vous voyez de nouveau ici, l'air entre de ce côté-là. Il fait un tour ici. Pardon. Et de nouveau un autre tour ici et aspiré par des ventilateurs tout au long des 100 mètres du poulailler. Ça, c'est 12 mètres de largeur tout au long. Et tout au long, nous avons de ce côté-là des ventilateurs qui aspirent l'air et extraient l'air hors du poulailler. De nouveau, des zones d'aération diminuées par rapport à d'autres zones. Et si c'est moins aéré, ça veut dire qu'ici, il fait plus chaud et plus humide qu'ici, par exemple. Ce n'est pas un problème pendant les 2-3 semaines, mais ensuite, à l'âge de 4, 5, 6 semaines, ceci commence à devenir un problème. Les poulets de chair s'entassent des 2 côtés et une distribution uniforme, un problème d'uniformité dans le poulailler, etc. Un cercle vicieux. En ce qui concerne les poulaillers d'ambiance contrôlée, aération en tunnel, ce que nous avons ici, c'est une nouvelle technologie qui a été conçue aux États-Unis en principe, mais vers la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Et ces poulaillers-là sont conçus et construits pour l'élevage dans des régions chaudes et sèches, pas humides ni des régions froides. Et quand nous allons parler dans 3 semaines d'ici sur les raisons qui ne sont pas infectieuses, qui affectent notre élevage, nous allons parler aussi de chaleur et de type de poulailler. Et donc, ceci est un prologue pour faire face aux futures conférences en ce qui concerne les problèmes de tout ça. En ce qui concerne ces poulaillers-là, il y a quand même un compromis et ce compromis, de mon côté, est valable du moment que mon expérience a dit que respectant les 14 mètres au maximum de largeur sur 150 mètres de longueur est un compromis vis-à-vis de l'investissement et de la capacité du poulailler d'un côté et le comportement de la volaille. Et par rapport à ce que j'ai dit en ce qui concerne les 12 mètres sur 100. Mais dès qu'on commence à dépasser et ne pas respecter même ces 2 données-là, même en construisant 14 mètres et demi, parce que c'est un compromis, un petit compromis, pas vis-à-vis de la volaille en ce qui concerne l'aération du poulailler, et même 150 mètres, quand je dis 150 mètres, c'est 150 mètres, ne pas commencer à jouer avec les chiffres parce que ça, la volaille que nous allons élever ne va pas comprendre et ne va pas admettre et ça va revenir à notre compte à la banque. Orientation et localisation, et il faut aspirer à ce qu'elle soit, comme je l'ai dit, pareil au poulailler conventionnel, c'est-à-dire l'axe de longueur est-ouest
et ne pas les placer dans des vallées ou des régions qui ne sont pas bien aérées. Comment fonctionne ce poulailler? En général, ici en Israël, l'air est aspiré par des panneaux de refroidissement que nous allons tout de suite voir. De ce côté-là, est aspiré par des ventilateurs, de grands ventilateurs qui se trouvent de ce côté-là et passent tout le poulailler. Et ce que vous voyez, j'ai parlé déjà d'uniformité et de chaleur, d'humidité, etc. Alors, premièrement, vous voyez déjà que cette région-là est moins aérée que ces deux régions-là. Maintenant, en ce qui concerne les différences de température ici vis-à-vis d'ici, je vous rappelle 150 mètres de longueur. Ici, la différence de température qui rentre ici peut être là, si nous avons 150 mètres en été, une différence de 8 degrés. Et si nous allongeons le poulailler de 151 mètres à 151 mètres, la différence peut être de 9 degrés. Vous comprenez que les poulets ici souffrent moins que les poulets ici. Je parle de température. Une chose que nous ne pouvons pas mesurer, c'est l'humidité qui agrandit et le problème de chaleur vis-à-vis des poulets de chair. Et donc, comme je vous l'ai dit, le compromis peut être fait entre nous-mêmes, mais pas avec la volaille et pas au compte de la volaille. Elle ne va pas vous rendre et vos données. Alors, de ce côté-là, respectez les données que je vous ai données et en ce qui concerne ça. Maintenant, le refroidissement de l'air se fait par des panneaux qui utilisent le principe d'évaporation d'eau, c'est-à-dire que ici en bas, tout au long de ce panneau, c'est-à-dire ici tout au long de haut en bas, coule de l'eau. Et dès que l'air qui est aspiré par ces ventilateurs passe par ces panneaux d'eau, il évapore l'eau et le fait d'évaporer l'eau refroidit l'air et cet air-là est aspiré d'un côté à l'autre du poulailler. Et le fait de faire évaporer l'eau, ça veut dire que nous élevons l'humidité dans l'air dans ce poulailler-là en même temps que nous le refroidissons. Mais ici, vous devez vous rappeler que la volaille produit de la chaleur. Et si elle produit de la chaleur, l'air ici est déjà plus chaud ici et par rapport à l'entrée, c'est-à-dire cette différence peut arriver jusqu'à 8-9 degrés dans des conditions d'haute humidité, c'est-à-dire de plus de 60% d'humidité d'un côté et quand il fait très chaud. Et de plus, la volaille ici, étant donné que le poulailler est fermé, produisent aussi de l'eau. Ils expirent de l'eau pendant la respiration et donc l'humidité augmente ici et elle est beaucoup plus élevée à la fin qu'au début du poulailler et donc de nouveau un problème de chaleur et d'humidité de ce côté-là vis-à-vis de ce côté-là. Alors donc nous avons parlé des atouts et des problèmes avec chaque système d'élevage et vous devez vous rappeler, pour faire fonctionner un poulailler de cette sorte, étant donné sa grandeur, 14 mètres juste sur 150 mètres, nous avons affaire à 33-34 000 poulets de chair. Nous avons besoin d'infrastructures très fiables, c'est-à-dire un service d'électricité, de l'eau constante, etc. Si nous n'avons, et en plus de ça, une main-d'œuvre expérimentée qui puisse faire fonctionner et réparer les problèmes qu'il y a dans ce poulailler. Autrement, ça ne va pas marcher. Et dans ce cas-là, si nous ne sommes pas capables de faire marcher
comme il faut un poulailler de cette sorte, nous revenons de nouveau au poulailler d'aération naturelle, qui n'est pas une chose inutile. J'apprécie beaucoup ces poulaillers-là et je peux vous dire que même ici en Israël, dans l'année 2021, il y a beaucoup de poulaillers d'aération naturelle qui fonctionnent très bien et qui donnent beaucoup de gains à leurs aviculteurs. Maintenant, nous allons parler un peu d'équipement de chauffage. Et là, nous allons faire un arrêt. Et Tammy va me passer les questions. Et ensuite, nous allons continuer pour ne pas trop fatiguer le public. Alors, équipement de quand nous parlons, après que nous avons construit notre poulailler, le bâtiment même, nous allons parler de l'équipement de chauffage, de mangeoires et d'abreuvoirs. Après l'équipement de chauffage, nous allons arrêter et ensuite, évidemment, répondre à des questions et ensuite, nous allons continuer. Alors, l'équipement de chauffage. Et le chauffage, il y a deux systèmes de chauffage, un système de volume et un système de chauffage de radiant, c'est-à-dire un système de chauffage de surface. Le système de chauffage de volume est beaucoup plus efficace et facile à entretenir en ce qui concerne les chauffe-eau même, mais c'est beaucoup de consommation de gaz parce que nous réchauffons tout le volume et nous allons voir tout de suite les problèmes que nous avons. Ils sont en général utilisés dans des régions chaudes, pas dans des régions froides, tandis que les radiants qui font le chauffage de surface sont beaucoup plus efficaces dans des régions froides, mais on a besoin de beaucoup plus d'unités de chaque chauffe-eau de cette sorte, mais ils sont beaucoup moins consommateurs de gaz. Alors, voilà quelques systèmes de chauffage de volume, des canons à chaleur ou bien des chauffe-eau de telle sorte qui sont utilisés d'ailleurs très fréquemment ici en Israël. On a besoin sur un poulailler de 150 mètres de longueur, environ 6 ou 7, pas plus que ça, donc peu d'unités à acheter, très facile à entretenir, mais beaucoup de consommation de gaz car il réchauffe tout le volume. Et vous voyez de nouveau un problème que nous avons quand nous réchauffons le volume du poulailler. L'air chaud tend à aller en haut et dès qu'il va en haut, ici en haut, nous avons une température qui peut arriver à 35-38 degrés, tandis que nous avons besoin ici d'une température pour les petits poussins de 30 degrés, par exemple. Alors, nous utilisons un chauffage de plus dans ce cas-là, du gaspillage et de gaz, une consommation extrême. Mais comme je vous l'ai dit, quand il fait dans une région très chaude, alors du moment et même le toit est déjà chauffé et donc la température ici au niveau des poussins peut arriver facilement sans trop gaspiller de gaz et sans une consommation trop haute de gaz. Mais de toute façon, vous voyez, selon cette photo thermique, que le gaz, la chaleur tend à se dissiper vers le haut et non pas au niveau des poussins. Et deuxièmement, vous voyez que ces chauffe-eau sont situés au-dessus du niveau des poussins et pas à leur niveau même. Les radiants, comme vous les voyez, il y en a de plusieurs sortes. Ça, c'est pour de petits poulaillers. Et nous avons aussi ces radiants-là qui sont conçus pour des poulaillers beaucoup plus grands et qui couvrent une surface beaucoup plus élevée. Et de nouveau, ces radiants modernes, cette partie-là qui chauffe et qui chauffe donc une surface beaucoup plus grande,
évidemment, comme je vous l'ai dit, pour des poulaillers de grandes unités, c'est-à-dire 14 sur 150 mètres, par exemple. Évidemment, nous avons besoin de plusieurs unités par rapport au... Ça ne marche pas. Par rapport à ça, tandis qu'ici, nous avons besoin de 6, 7, 8 unités de chauffe-eau en ce qui concerne ces radiants-là. Ça peut être de cette sorte ou d'une autre sorte sur un poulailler qui est, à mon avis et à mon estimation, il est de 150 mètres de longueur. Nous avons beaucoup plus nous avons besoin de beaucoup plus d'unités d'un côté, mais vous voyez, la chaleur se concentre sur la surface en bas, au niveau des poussins et non pas en haut, donc une consommation diminuée de gaz d'un côté, le chauffage beaucoup plus efficace, et deuxièmement, ce qui nous donne la possibilité de contrôler la surface où se trouvent les petits poussins, surtout au début, car nous pouvons concentrer tout autour de ce radiant-là des abreuvoirs et des mangeoires, de telle sorte que nous économisons aussi de l'énergie que les petits poussins dépensent. Ils ne doivent pas, ils se concentrent là où il fait chaud et ils ont tout de suite ici leurs mangeoires et leurs abreuvoirs. Alors nous économisons 2 fois de l'énergie de gaz et de l'énergie dans les aliments parce qu'ils ne se dispersent pas tout autour du poulailler. Nous allons élaborer ça à notre prochaine rencontre la semaine prochaine quand nous allons parler surtout d'élevage de poulets de chair. Et voilà de nouveau encore une deuxième fiche pour montrer la chaleur dans des poulaillers avec un chauffage de radiant, chose qui est très, très efficace, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas elle n'améliore pas l'élevage dans des régions chaudes. Et dans des régions chaudes, quand nous avons de grands poulaillers, nous pouvons utiliser ça. Les différences de gaz, de consommation de gaz ne sont pas grandes et même en quelque sorte favorables à cette sorte de chauffage de volume. Et nous allons arrêter ici avant de continuer avec les mangeoires et nous allons procéder à des questions qui se sont posées jusqu'à maintenant. Tammy va les lire et j'espère pouvoir y répondre. OK. Il y a quelques questions. Pas beaucoup, hein? Et d'abord, il y a une question pour calculer les coûts. Et je pense que peut-être tu n'es pas dans la position de calculer en CFA les coûts, mais peut-être tu peux indiquer quelques exemples ou quelques estimations. Et par exemple, un poulailler pour 500 poulets, quel sera le coût moyen? Hop. Écoutez, je propose que les questions soient posées par Tammy et que vous continuez à être mutés parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Nous ne sommes pas en classe. C'est une chose qui ne me fait pas du bien, mais autrement, ce sera beaucoup plus simple. Alors, en ce qui concerne la question de Tammy, oui. Je ne connais pas les valeurs et les coûts dans vos pays. Et je n'ai aucune idée de combien ça peut coûter. Il faut faire le calcul sur chaque exemple et sur chaque poulailler même et voir la différence.
je ne peux pas vous le donner. Et une autre chose qui est très, très pertinente, partout dans le monde, peu importe, on ne peut pas savoir avant d'avoir commencé et essayé. Alors, quand on essaye à petite échelle et ensuite, progressivement, on construit et on évolue. Mais on ne peut pas, sans avoir essayé, avoir des données parce que je ne sais pas comment la volaille que vous allez élever va réagir vis-à-vis du poulailler, comment est-ce que la main-d'œuvre va traiter ça d'un autre côté et les mangeoires et les abreuvoirs que vous avez. Et ça, nous allons élaborer, je suppose, beaucoup plus la semaine prochaine en ce qui concerne les poulets de chair et la semaine d'après en ce qui concerne les pondeuses. Et de nouveau, c'est des choses que je peux vous aider à calculer, mais je ne peux pas vous donner des données parce que je ne les connais pas. Okay, merci beaucoup. Autre question, c'est pour, tu as parlé de la largeur de 12 mètres, mais question est-ce que ça c'est Charles qui demande, Yayoro Charles demande, et pour un poulailler de 500 poussins, largeur de 12 mètres, quelle doit être la longueur de cette poulailler? Et très bonne question, Charles, merci. Alors, la longueur et la largeur du poulailler est issue de la quantité de volailles que vous voulez élever. Maintenant, ici en Israël, on parle, et aujourd'hui, la densité, et nous allons en parler la semaine prochaine en ce qui concerne la densité pour les poulets de chair, parce que je suppose que à ça vous vous référez. Et donc, en ce qui concerne les numéros, les chiffres, nous devons, ce n'est pas le nombre de poussins que nous voulons passer, et nous allons en parler plus élaboré et de façon plus élaborée la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous parlons de kilogrammes par mètre carré. Et les kilogrammes de mètre carré que nous pouvons élever dans chaque poulailler dépend du système d'aération, des températures que vous avez, de la qualité des aliments et de quel poids à quel poids vous voulez arriver. Si vous voulez arriver à 2 kilos vifs par sujet ou 2,5 kilos, évidemment, vous comprenez que vous devez placer plus ou moins de sujets, étant donné que nous parlons de 35 kilos, entre 35 et 40, tout dépend des conditions de chaque pays, des aliments, de la vitesse de croissance, de quels animaux. Il y a des poulets de chair qui grandissent plus vite, il y a d'autres qui grandissent moins vite. Ce n'est pas une réponse unique, tout dépend des conditions, d'accord? Alors, c'est des choses que nous devons décider quand nous avons notre poulailler et qui sont issus du marché même. Est-ce que le marché aime des poulets, des gros poulets ou de petits poulets? Est-ce que nous les vendons en une fois ou à plusieurs reprises? D'accord, Charles? Merci. Tu as mis encore une question et ensuite nous allons continuer. Oui. Alors, OK. Alors, Alioun, il demande, est-ce que c'est possible d'aligner les refroidisseurs tout au long du bâtiment afin d'éviter d'avoir des parties non refroidies? Non, ce n'est pas possible parce que les panneaux de refroidissement doivent être au début. Autrement, si vous les mettez tout au long du poulailler, les parties arrière ne vont pas être refroidies du tout. Et les parties proches des ventilateurs vont être très, très froides. Le problème d'uniformité va être accentué. Alors, il ne faut pas inventer la roue, comme on dit ici en Israël. Ça a déjà été essayé sûrement par les ingénieurs qui ont construit et conçu ces poulaillers. Il faut nous restreindre aux règles et aux poulaillers qui existent aujourd'hui. Ne pas essayer d'être trop intelligent et essayer de faire des raccourcis. Ça ne marche pas. Ce sont des choses qui ont été déjà essayées.
Et dernière question pour maintenant et ensuite. OK. À la Alors, fin. Abdullah et Cyril demandent, est-ce que c'est possible de mettre un monitoring dans le bâtiment? Tout à fait, mais il faut que ce monitoring soit bien réglé d'un côté, mais ça n'évite pas le fait qu'il doit y avoir tout le temps quelqu'un dans la ferme même et entrer chaque quelques 2 heures, 3 heures dans le poulailler. C'est chose qui est faite ici en Israël. Seulement, le problème est qu'il faut faire marcher ce monitoring, comme vous le dites, et pour ça, nous avons besoin d'une main-d'œuvre apte pour contrôler ça. OK. Et juste, il y a Valérie qui demande quand c'est que tu viens au Sénégal. Quand vous allez m'inviter. Voilà. Et Serge, il demande en général quelle est la hauteur de poulailler conventionnel et la surface de l'entrée d'air et la sortie d'air par rapport aux surfaces du sol. Je n'ai pas toutes ces données-là, mais dès que ça sera pertinent, je suppose que les données vont être données par des ingénieurs, mais en principe, la hauteur maximum de poulailler et d'aération naturelle est issue des températures. S'il fait très chaud, c'est-à-dire nous parlons de 12 mètres de hauteur au moins, et si nous parlons de pays froids ou de régions froides, nous parlons de hauteur beaucoup plus basse. D'accord? 12 mètres, je crois que c'est un peu trop, mais je vais vérifier ça de toute façon. Je vais essayer de vérifier ça pour notre prochaine rencontre la semaine prochaine en ce qui concerne les poulaillers et l'élevage de poulets de chair. Alors, nous recontinuons notre présentation, notre diaporama. Et voilà. OK. Alors, nous avons arrêté ici et en ce qui concerne les mangeoires, parce que après que nous avons chauffé les petits poussins, ils doivent aussi manger. Et les mangeoires, il faut, et peu importe s'ils sont automatiques ou manuels, ce qui est très important dans tous les mangeoires, n'importe quel système, qu'il soit toujours plein d'aliments. Autre chose, les mangeoires et manuels. Et nous allons tout de suite en voir. Ces mangeoires-là ne sont pas toujours moins efficaces que les mangeoires automatiques. OK? Ces mangeoires-là, surtout pour de petites unités, ils sont très, très efficaces. Et je préfère toujours ces mangeoires-là à ceux-là parce que ceux-ci sont mis sur le sol, beaucoup de gaspillage d'aliments sur la litière d'un côté. Deuxièmement, ils se salissent et ils se vident très vite. Ça, c'est pour des poulaillers de basse-cour. Mais ça, pour un poulailler de 500 fusées, 1000 sujets, etc., ces mangeoires-là sont très valables parce qu'on peut remplir beaucoup d'aliments, on peut les pendre du toit et donc on peut rectifier toujours la hauteur du mangeoire. Et nous allons en parler de ça la semaine prochaine, évidemment. Et donc, nous avons ce système-là, ou bien ceci n'est presque plus utilisé. Nourrisseur à chaîne n'existe presque pas aujourd'hui. Ça existe à la rigueur dans des poulaillers de parentaux, mais pas dans d'autres. Ces systèmes-là sont toujours beaucoup plus fréquents ici en Israël, étant donné que ceci exige de la main-d'œuvre. Et ici en Israël, la main-d'œuvre est très chère par rapport à l'usage d'électricité. Et donc, les systèmes automatiques vis-à-vis du fait que nous avons aussi des infrastructures qui nous donnent l'électricité constante, sans faille, etc. Et les mangeoires automatiques sont beaucoup plus fréquents.
Et de plus, les unités sont très grandes. Mais le problème avec ces systèmes-là, c'est qu'il faut tout d'abord de l'électricité, deuxièmement, de la main-d'œuvre qui soit capable de réparer les failles, et ça arrive dans les failles de ces mangeoires. Parce que si on en a et qu'il y a une faille et qu'il ne marche pas pendant une journée entière ou 2 journées entières, les volailles doivent se débrouiller dans un poulailler tel quel, avec beaucoup moins de mangeoires, et donc il reste, s'il y a moins de mangeoires, moins de surface pour chaque poulet de chair, et donc ils ne grandissent pas, et la différence entre les plus grands qui sont les plus forts et les plus petits et les moins grands, et la différence augmente et nous perdons nous avons un problème d'uniformité, et nous avons des petits poulets de chair avec des grands. Ils se conduisent de façon différente, et quand nous allons finir notre élevage, nous allons nous trouver avec 10% de petits poulets que nous ne pouvons pas vendre, ce qui fait augmenter l'indice de consommation. Et je vous rappelle de nouveau, nous sommes ici non seulement pour produire des aliments et donner du travail, mais aussi pour gagner de l'argent. Et donc, si nous ne pouvons pas, nous allons utiliser ces mangeoires-là. Et nous allons répéter ça de nouveau la semaine prochaine, la semaine d'après, et toujours. Le but est de gagner de l'argent. Alors donc, nous avons ces mangeoires-là. De plus, et le fait que quand nous nettoyons entre chaque bande, ceux-ci sont beaucoup plus simples à nettoyer, à gérer que cela. Et donc, pour les petits poulaillers, évidemment, les mangeoires manuels. Abreuvoir. Abreuvoir est très important, et parfois même plus que les mangeoires, parce que si les poulets de chair ou les pondeuses ne boivent pas, elles ne mangent pas. Si elles ne mangent pas, ou ils ne mangent pas, soit ils ne grandissent pas, soit ils ne produisent pas des œufs, et donc nous avons un problème. Alors, il faut toujours savoir que nous avons nous devons avoir des abreuvoirs et assez d'abreuvoirs. Combien, nous allons en parler la semaine prochaine et la semaine d'après en ce qui concerne les poulets de chair et les pondeuses. 2 systèmes, des abreuvoirs en cloche ou des abreuvoirs en tétine. De nouveau, ceux-ci sont considérés comme des systèmes archaïques ou vieux ou pas efficaces. Au contraire, ils sont beaucoup plus efficaces que les tétines dans de petites unités et surtout dans des pays chauds. Nous allons en parler et élaborer ça prochainement, la semaine prochaine. Mais ces systèmes-là d'abreuvoir, si bien gérés et bien entretenus, ils sont beaucoup plus efficaces que ça. Ceux-ci sont utilisés dans des pays chauds avec un poulailler d'aération contrôlée en tunnel, pas dans d'autres systèmes, parce que dans ces poulaillers-là, nous réussissons à conserver une température qui n'est pas trop chaude. Dès que la température est élevée, le débit d'eau dans ce système d'abreuvoir n'est pas suffisant pour les poulets de chair. Et comme je vous l'ai dit, s'ils ne boivent pas assez, ils ne mangent pas assez. S'ils ne mangent pas assez, ils ne grandissent pas à la vitesse que nous voulons, et donc nous devons les élever des jours de plus, nous perdons de l'argent. Ce n'est pas que nous ne gagnons pas moins, nous perdons de l'argent. Alors, comme je vous l'ai dit, ces systèmes-là, si bien gérés et bien entretenus, donnent de très très beaux rendements. De plus, ils sont faciles à manier, faciles à nettoyer et n'exigent pas une main-d'œuvre experte dans ce cas-là. Et alors, nous avons passé déjà sur les abreuvoirs, les mangeoires, et comme je dis toujours, plus les choses sont simples, plus les chances de réussite sont augmentées. Et ça, tenez toujours ça en tête, surtout
quand vous êtes en Afrique, dans des pays chauds, dans des pays humides, où les infrastructures ne sont pas toujours en bonne condition. Et c'est pour ça, plus les choses sont simples et traditionnelles, les chances de réussite sont beaucoup meilleures. Pour les pondeuses, nous avons, et nous allons élaborer ça, comme je vous l'ai dit, dans 2 semaines, quand nous allons parler d'élevage de pondeuses, nous avons 2 systèmes d'élevage sur sol, et donc nous avons besoin de nids de ponte, d'accord? Ces nids de ponte sont en métal, mais ils peuvent être de même en bois, peu importe. Pas la peine et pas besoin de dépenser de l'argent si nous pouvons utiliser de même façon des nids en bois. Le seul inconvénient avec les nids en bois, c'est le fait qu'ils sont moins faciles à désinfecter que les nids en métal. Ça, c'est d'un côté. Ce système-là n'est pas très fréquent ici en Israël. On élève surtout des pondeuses en cage et nous allons de nouveau, je vous le rappelle, en parler là, dans 2 semaines lors de notre élevage et notre rencontre et conférence en ce qui concerne l'élevage de pondeuses. Et nous avons ici, comme je vous l'ai dit, l'élevage en cage, soit 2 ou 3 étages, comme vous le voyez ici, et de grandes unités avec des ventilateurs au centre. D'ailleurs, la grande quantité d'élevage de pondeuses ici en Israël se fait encore dans des poulaillers d'aération naturelle, très peu dans des poulaillers d'aération contrôlée, du fait que nous avons encore des poulaillers de 2000, 3000 pondeuses chaque poulailler. Vous voyez que ici nous avons les mangeoires, à l'intérieur nous avons des abreuvoirs, nous allons en parler là, dans 2 semaines. Et vous voyez que ce système en cage est fréquent non seulement en Asie ou en Europe ou en Israël, mais en Afrique aussi. Et vous voyez un poulailler bien ouvert, bien aéré, avec des pondeuses en cage, beaucoup d'avantages dans ce système de poulailler vis-à-vis d'élevage de pondeuses sur sol. Nous allons en parler dans 2 semaines. Et voilà de grandes unités, évidemment, plusieurs étages. Nous pouvons arriver à 5 ou 6 étages l'un sur l'autre de cage, avec une longueur de 100 mètres ou 150 mètres, et de grandes unités, et tous, évidemment, dans des poulaillers d'aération contrôlée de cette façon-là. Et si bien maintenus, ils peuvent donner de bons résultats. Tenez en compte que plus les unités sont grandes, on a toujours beaucoup plus de pertes d'œufs à cause de système de récolte d'œufs qui est automatique et qui cause beaucoup de casse d'œufs en route. Et donc, ce système-là n'est pas moins rentable que ce système-là. Et évidemment, en ce qui concerne les abreuvoirs dans les grandes unités de pondeuses, ce soit des coupes comme celle-ci, comme vous voyez ici et comme vous en voyez ici, qui sont très très bien d'ailleurs, ou des tétines, plutôt dans des poulaillers d'aération contrôlée ou dans des pays froids, comme je vous l'ai dit. C'est valable aussi pour le débit, le sujet de débit d'eau et de quantité d'eau à boire est valable, et de même pour les pondeuses. Moins elles boivent, ce qui est le cas dans les tétines dans des pays chauds, moins elles vont manger, moins elles vont pondre, et donc nous avons… je crois que nous allons arrêter ici, et nous allons parler de volailles, etc., choix de quelle souche nous allons élever. Nous allons en parler
la semaine prochaine en ce qui concerne les poulets de chair et dans 2 semaines en ce qui concerne les poules pondeuses. Alors, j'arrête ici. Nous sommes vers la fin de notre rencontre et nous allons passer aux questions et vous êtes invités à les poser d'un côté. Deuxièmement, Tammy va vous envoyer, sinon je vous enverrai aussi. Et mon mail, vous êtes toujours invités à poser des questions par mail et dans la mesure du possible, je vous donnerai des réponses. Une chose, je veux éclairer, je ne peux pas donner à chacun ou en général une réponse uniforme et 100% parce que tout dépend des conditions. Alors, Tammy, à votre service. Hey, merci beaucoup, Amir. Et là, il y a des questions quand même qui sont accumulées depuis notre dernière pause. OK. Alors, quelle est la température? Alors, c'est Amadou qui demande quelle est la température idéale pour un poussin et une poule? Et quelle est la superficie en mètres carrés ou en centimètres carrés et qui doit avoir un poussin et une poule? Et de nouveau, et merci pour la question. Alors, la température, c'est simple, c'est une réponse simple. La température qu'un poussin a besoin est de 30 à 31 degrés. Pas 35, pas 32. La température ambiante qu'un poussin doit sentir est de 30 à 31 degrés la première semaine et ensuite nous diminuons la température de 1 degré par semaine jusqu'à arriver à 24 semaines et 24 degrés pardon, et vers la fin de la 4e semaine. Alors voilà, plus que ça, c'est du gaspillage de combustible d'un côté, soit électricité, soit gaz, selon la façon de réchauffer le poulailler d'un côté. Deuxièmement, s'il fait trop chaud, il mange moins le poussin. S'il mange moins, il grandit moins. Et s'il grandit moins, ça veut dire que nous perdons de l'argent. Alors, même si un expert, entre guillemets ou pas, vous dit qu'on a besoin de 35 degrés, ce qui se fait ici en Israël, et beaucoup de fois, et sachez que ce n'est pas valable, il vous fait gaspiller de l'argent. 30 à 31 pendant la première semaine et 30 à 28 pendant la 2e semaine et ensuite, progressivement, depuis la 3e semaine, on commence à baisser la température jusqu'à arriver à 24 degrés à la fin de la 4e et ensuite, même entre 24 et 20, c'est une bonne température pour des poussins qui sont bien plumés dès la 4e semaine et à la fin. En ce qui concerne la surface, tout dépend de la quantité que nous voulons, mais la densité n'est pas seulement de surface et en ce qui concerne la densité qui est plus critique, en ce qui concerne les poulets de chair, nous allons en parler la semaine prochaine, mais en principe, nous avons plusieurs facteurs de densité. Nous avons un facteur de densité par surface d'un côté, deuxièmement, densité par abreuvoir, par mangeoire et par volume, parce que nous avons aussi le volume, et plus le volume est petit, nous pouvons placer volume. Je parle aussi non seulement de la surface, mais de la hauteur du poulailler. Plus le volume est petit, alors nous pouvons placer moins de volailles dans ce poulailler parce qu'il faut dissiper l'air, l'ammoniac, l'humidité, etc. Alors, nous allons en parler, nous allons donner quelques règles la semaine prochaine quand nous allons parler de poulet de chair et ensuite quand nous allons parler aussi de pondeuses. Merci pour la question. OK, alors Mamadou, il demande quel est le type de paille adéquat à poser? Copeaux de bois. C'est le meilleur matériel
pour la litière, je suppose que ça est la question est en ce qui concerne la litière, parce que seulement les copeaux de bois, c'est la matière qui absorbe le mieux l'humidité des fesses. La paille, elle adoucit le sol, mais elle n'est pas capable comment dirais-je, de traiter l'humidité des fesses. Et donc, les copeaux de bois, malgré qu'ils soient très chers ici, même ici en Israël, le meilleur matériel pour la litière. OK. Il y a Isabelle qui te passe le bonjour. Isabelle. Et, et elle fait remarquer à tous les participants ici que Dr Amir Ben David n'est pas seulement vétérinaire, il est aussi docteur en histoire. Il est aussi, c'est vrai. Guide touristique. Il est Merci, guide touristique, mais bon. D'accord. Mais ce n'est pas pertinent aujourd'hui. Oui, non, mais c'est gentil quand même. Oui, tout à fait. Merci Isabelle. OK. Et il y a Lucia qui dit que nous demandons aussi le support à la fin de formation si possible. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé s'ils peuvent avoir les supports et s'ils peuvent avoir les présentations et si c'est possible, et je crois que c'est possible. OK. Alors, il y a Maro qui demande quelle est la distance idéale entre deux mangeoires et aux deux abreuvoirs. Et ça, c'est une bonne question que pour moi, elle est toujours naturelle parce que en fait, nous parlons de mangeoires automatiques. Je vais vérifier ça. Je suppose que vous faites allusion à des mangeoires manuels. Je vais vérifier ça et j'espère que jusqu'à la semaine prochaine, j'aurai une bonne réponse. D'accord? Merci. OK. En principe, c'est, si je me rappelle bien, c'est entre 5 ou 6. Mais je vais poser la question et j'espère la semaine prochaine pouvoir vous répondre. En principe, j'ai affaire plutôt à des mangeoires automatiques et donc les distances et les abreuvoirs de même. Et donc, les distances sont programmées. Alors, je vais vérifier ça. Merci. Mais en ce qui concerne les abreuvoirs, si je me rappelle… Non, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je vais vérifier ça. Merci. D'accord. Allons-y, salut. OK, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a des autres questions que vous allez recevoir leurs réponses dans les autres conférences qui viendront aussi. Et je vous rappelle nous avons enregistré et nous allons mettre tous les enregistrements de toutes les conférences sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez accès et vous pouvez revoir et partager aussi avec les autres amis et ces conférences à l'avenir. Et